Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et oui, vous l'aurez peut-être constaté, mais j'ai la voix pétée. Et oui, ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis quelques mois déjà le savent, en général, une fois tous les 2-3 mois, j'ai la voix qui part en vrille, allez savoir pourquoi. Et donc, comme à chaque fois que j'ai la voix un petit peu cassée, comme c'est le cas aujourd'hui, je vais certainement faire un menu un peu plus court, je vais présenter les projets de manière un petit peu plus succincte qu'à l'accoutumée, parce que c'est du coup pour épargner un petit peu ma voix, déjà, parce que je bosse demain, et aussi parce que je vais épargner un petit peu en faisant ça vos oreilles également, parce que généralement c'est pas très agréable d'écouter quelqu'un qui a la voix cassée, oh cassée. Voilà. Pour ceux qui ont la référence absolument merdique que je viens de fredonner, vous n'êtes plus très jeune, comme moi. Voilà, c'est triste, mais c'est commun pour tout le monde malheureusement. On vieillit, on vieillit. Alors donc, on va tout de suite s'atteler au menu avec donc entrée, plat et dessert, car oui, cette semaine il y aura également des desserts. Je check vite fait, il me semble qu'il y en avait deux cette semaine. Oui, c'est bien ça, il y en aura deux. Du coup, sans plus tarder, on est parti avec le menu cloîtré numéro 195, si mes souvenirs sont bons. Et décidément, la semaine dernière, j'avais oublié pour la deuxième partie de menu de mettre mon micro sur la table et je l'avais laissé en dessous, le son était dégueulasse. Cette semaine, il sera dégueulasse pour une autre raison. Quoi qu'il en soit, on commence par les entrées de la semaine avec Shkouch, un jeu de football, comme vous l'aurez rapidement aperçu ici. En fait, c'est un jeu de simili-pichenette, on va dire, un jeu d'adresse, de dextérité, pas fort joli, hein, pour être tout à fait honnête. C'est pour 30 à 40 minutes la partie, c'est pour 4 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, et en gros, on va disposer nos joueurs sur le terrain, et à partir de là, on va se faire des passes pour essayer de s'approcher le plus possible du but adverse, et on va essayer de marquer un but, l'adversaire pouvant bien évidemment manipuler avec cette petite molette son gardien pour essayer de bloquer les tirs adverses. Bon, ça ne réinvente pas grand chose, hein. Je crois que j'avais joué à un truc comme ça quand j'étais à l'école primaire, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, ça peut être fun à jouer éventuellement. Je vois rien de très très intéressant pour être honnête, donc on va passer assez rapidement. 43 € le jeu de base, 60 si vous prenez un petit timer avec. Pas sûr de l'intérêt particulièrement prononcé sur ce petit add-on. Voilà donc pour ce qui est de Shkouch, 55 contributeurs, 3000 € d'engrangés pour l'instant, c'est pas encore financé. On enchaîne avec un projet français, actuellement en cours de campagne sur GameFound. Il s'agit de Sandcastle, les châteaux de sable, un jeu français donc qui nous est proposé par Bro Games Edition, peut-être des frangins qui se sont mis sur le projet, je ne sais pas. 152 contributeurs pour l'instant, le projet n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire. Bon, ça galère un petit peu, on va entrer en deuxième semaine, c'est un peu le ventre mou de la campagne. C'est pas là où il y a un gros apport de backers. Mais bon, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher ces 15 000 € nécessaires. C'est pour 2 à 4 joueurs, 70 minutes la partie, 10 ans et plus, donc c'est un jeu qui se veut relativement familial. C'est un jeu compétitif de terrain building, donc de construction de terrain, on va dire, et également de set collection. Puisque vous le voyez, en fait, vous avez un gros plateau central avec différentes actions que l'on peut essayer d'accomplir pour choper notamment des petits coquillages. Et ensuite, on a chacun son propre plateau individuel sur lequel on va donc construire notre château avec des petites tuiles de château, donc d'eau de sable. Et progressivement, au fur et à mesure que le temps passe et que les tours se déroulent, eh bien l'eau, la marée va monter et potentiellement détruire certains pans de votre château. Donc il faudra éventuellement le fortifier pour espérer le protéger. Voilà, c'est relativement mignon. Visuellement, ça sera peut-être plus attrayant pour les plus petits que pour les plus grands, j'imagine. Mais bon, c'est pas dénué de charme. C'est un petit côté amateur qui fait plaisir également. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, pour le coup. Et c'est à 42 € pour le pledge en édition limitée. C'est après tout d'ailleurs. Il n'y a pas de non limité de l'édition standard. Vous pouvez aussi inclure votre enfant, votre neveu, votre nièce, que sais-je encore, si vous payez un petit peu plus avec une sorte de pledge un peu mécénat, on va dire. Voilà donc pour ce qui est de Sandcastle, 150 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. Il y a ça 3-4 ans, je pense, ou peut-être plus 2-3 ans, je ne sais plus exactement, était apparu sur Kickstarter un jeu intitulé Age of Comics. On en reparlera aujourd'hui sur un autre projet. Voilà, gardez ça dans un coin de votre esprit. Mais du coup, ça pourrait s'apparenter à un projet un petit peu similaire ici, avec Bagged and Boarded,
puisqu'on vous propose à nouveau, comme dans Age of Comics, mais avec un éditeur différent, des auteurs différents, etc., de collectionner des comics. Alors, Age of Comics, c'était la création de comics, c'était pas la collection de comics, mais visuellement, il a une identité visuelle qui laisse penser un petit peu, qui fait penser plutôt à Age of Comics. C'est pour 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 45 à 100 minutes la partie. Pour l'instant, on est à 387 contributeurs, 39 000 euros d'Oranger, c'est donc financé 18 jours avant la fin de la campagne. C'est le second projet de, comment ça s'appelait déjà Octoraph. Octopus et Girafe, j'imagine, qui préalablement avait proposé Brick and Mortar. C'était en 2020, ça fait déjà 5 ans, qui avait fait genre 830, 850 contributeurs, c'était quand même pas mal du tout. Et du coup, leur nouveau jeu, c'est donc celui-ci, un Bagged and Boarded, un jeu dans lequel vous allez collectionner donc des comics et faire de l'achat, revente, donc il y a un petit peu de spéculation sur les valeurs, etc. Un jeu qui a l'air d'être relativement intéressant, je le place dans les entrées de la semaine parce que j'ai la voix pétée et parce qu'il y a un nombre de contributeurs assez léger mine de rien, mais finalement, si je devais m'en tenir uniquement à mon avis personnel, il aurait pu figurer dans les plats principaux parce qu'il a un certain charme, visuellement il a une belle identité, les plateaux, pardon, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, les plateaux sont plutôt dans le ton, j'ai envie de dire, thématiquement, il est bien imprégné de la culture comics, j'ai envie de dire. Et les mécanismes ont l'air d'être pas dégueux, puisqu'on va avoir chacun 12 cubes, si mes souvenirs sont bons, d'action. Et vous voyez que chaque emplacement d'action que vous voulez entreprendre va coûter plus ou moins de cubes en fonction de votre position, sachant qu'il y a des actions que vous pouvez entreprendre depuis chez vous dans le jeu, c'est pour d'où les guillemets, chez vous dans le jeu, ou des actions qui vous nécessiteront de sortir de chez vous, par exemple d'aller au magasin, d'aller à une convention de comics, et du coup il faudra aussi dépenser des cubes pour se déplacer jusqu'au lieu en question. Donc il y a un aspect de gestion du temps, entre guillemets, et bien sûr de vos ressources telles que l'argent, etc. Il y aura aussi du scoring de fin de partie avec des missions cachées, il y aura des cartes de compétences, d'habilités uniques, propres à chaque joueur qui réussira à la tirer et qui pourront changer le cours de la partie éventuellement. Non, globalement, je trouve que le jeu a plutôt de la gueule. Il y a aussi un aspect de set collection que j'ai pas encore mentionné, bien sûr, puisqu'en fait, vous allez avoir donc comment dirais-je, des comics qui sont sur plusieurs issues, comme on dit en anglais, donc avec plusieurs numéros du même comics. On voit que c'est le numéro 4, le numéro 2, par exemple, le numéro 5. Et si vous réussissez à les accumuler, bien sûr, votre collection n'en sera que meilleure. Mais il faudra aussi peser le pour le contre. Est-ce que la valeur qui va monter ne le rendra pas plus intéressant à la vente que à la collection, etc. etc. Donc ouais, je suis pas spécialement amateur de comics moi-même. Là du coup pour le coup il n'y a aucun comics de licence connue, hein, c'est juste qu'il y a des aspects qu'on peut reconnaître un petit peu, qui ressemblent à d'autres comics plus connus. Mais non, c'est vrai qu'il a quand même de la gueule malgré tout. Et ouais, il a l'air d'être relativement intéressant en termes de gameplay. À tester un de ces jours si j'en ai l'occasion. Ce jeu, je doute un petit peu au Japon, je pense pas qu'on sera très nombreux à l'avoir backé. Et quand je dis on, je m'inclus pas dedans en réalité, hein, j'ai pas spécialement l'intention de backer celui-ci, mais je le trouve relativement intéressant ceci dit. Pledge de base à 65$, pledge deluxifié à 130$, où là on va avoir du néoprène pour nos plateaux de joueurs individuels, on va aussi avoir des pièces de métal, et c'est donc un petit peu de deluxification. Ils sont à 160$, il y a aussi les sleeves par exemple, et puis des art prints également. Voilà donc pour ce qui est de Bagged and Boarded, 387 contributeurs, 40 000 euros d'engagés, 18 jours avant la fin de la campagne. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà entreaperçu sur une récente vidéo de jeu en carton, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, Super Team, actuellement en cours de campagne sur Kickstarter. Bon, il n'est pas encore financé. On est à peu près aux 3/4 de ce seuil de financement, avec 140 backers environ. Super Team, c'est le deuxième de la journée, jeu de football. Et donc c'est un jeu de football qui se veut être relativement tactique, c'est pour 1 à 2 joueurs, parce que oui on pourrait y jouer en solo, pour une partie d'environ 1 heure, 12 ans et plus, et par contre vous le voyez c'est du football à 5 plus 1, le 5 joueurs plus un gardien de but. Bon ça c'est un truc un aspect du jeu qui m'attire moins pour le coup. Je sais que c'est quelque chose qui existe, ceci dit, le foot à 5, le foot de rue, etc. Mais bon, là, j'avoue que je ne suis pas hyper convaincu. L'aspect foot à 5 m'attire moins personnellement en termes de thématique. Je comprends que mécaniquement, ça puisse se justifier. Vous sélectionnerez chacun un capitaine un petit peu asymétrique en début de partie, vous disposerez, vous ferez votre formation, etc. Et après, il y aura un gros aspect de gestion de main, puisqu'en fait vous allez utiliser des cartes de tactique pour faire progresser vos joueurs, pour faire des passes, des tirs, etc. La seule petite critique qu'émettait justement Jeu en carton lors de sa vidéo récente, c'était que quand vous êtes en défense, que vous n'êtes pas en possession du ballon, il peut parfois être assez difficile
de reprendre possession du ballon, et du coup vous êtes quand même toujours un petit peu dans l'attente, comment dirais-je, dans la défense, et dans l'inactivité véritable, et du coup ça peut être un peu frustrant. Bon, à voir si c'était juste le proto, si c'était juste un avis purement euh, subjectif après une partie par exemple, je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a quelques petites réserves apparemment qui ont été émises. Mais sur le papier, le jeu a l'air d'être relativement intéressant. C'est pas celui qui m'attire le plus, d'autant qu'en jeu de foot, j'ai déjà Undici que j'aime beaucoup, même s'il ne sort déjà que très peu. Donc voilà, on va bien évidemment pas aller en baquer un second. L'édition standard est à 45$, avec les composants que vous pouvez apercevoir ici. Donc c'est déjà relativement fourni pour un prix relativement abordable. Ensuite, on a un pledge à 65$ pour la Golden Edition, donc un petit peu de delaxification avec des pièces de métal, avec des plateaux double épaisseur, et également des petits tapis de néoprène pour chacun des deux joueurs. On a aussi un pack pour les joueuses de football, donc on a le foot féminin qui sera inclus également via cette extension, on va dire. Et on a la All-Star Edition à 85 qui vient ajouter plein de petits jerseys, donc plein de petits maillots de foot qui ressemblent à ceux de grandes équipes européennes bien connues, donc pour personnaliser un petit peu son jeu, mais bon, c'est pas forcément hyper important. On a la Legend Edition à 165$ qui vient même ajouter un prototype original du jeu pour ceux qui voudraient éventuellement pouvoir y mettre la main dessus plus tôt, et puis ce petit aspect de collectionneur, on va dire, de choper un prototype. Voilà pour ce qui est de Super Team, 140 contributeurs, 8800€ d'engrangés pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne. On revient sur GameFound pour parler cette fois-ci de Gamusinos, un petit jeu stratégique, très court, très abordable, très familial pour 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie, 10 ans et plus, donc un jeu relativement familial encore une fois, hein, un jeu qui va mêler un petit peu de bluff, de déduction, de set collection, avec une facette compétitive et une facette coopérative, on pourra dire, avec un petit peu d'asymétrie. En fait, on va chacun avoir des rôles cachés qui nous seront attribués en tout début de partie, qui feront qu'on va scorer plus ou moins en fonction des animaux qu'on va choisir via un système de draft. Vous allez le voir un peu plus bas, mais bref, en gros, on va chacun choisir une carte parmi celles qui nous sont passées à notre tour, et ensuite on passe le reste aux autres joueurs qui font de même, et on va scorer les cartes que nous avons collectées au fur et à mesure. Voilà, c'est ici. On va choper nos cartes, on va les mettre comme ça en freeze en fonction des espèces que l'on va collecter. Sauf que notre rôle déterminera notre façon de scorer. Et à la fin de la partie, il faudra essayer de deviner qui est la chasseuse. Si elle se fait gauler, elle perd immédiatement. Si elle se fait pas gauler, elle gagne plus 5 points par rapport aux autres parce qu'elle s'est pas fait gauler. Voilà, ce genre de choses là. C'est un petit jeu qui visuellement est très mignon. Ça devrait certainement ravir les plus jeunes, j'imagine. C'est une petite introduction, une petite porte d'entrée vers le draft et vers la déduction sociale, on va dire. Donc ça reste relativement sympa. Après, c'est pas un jeu pour moi. 122 backers, 3000€ d'engrangés, c'est financé. On reste sur GameFound pour cette fois-ci un projet qui nous vient de Lituanie. C'est quand même très rare et donc suffisamment rare pour être souligné. Il s'agit de Pink Soup Game de Kraken Tales. Donc un petit éditeur, primo-éditeur je pense, en tout cas à minima première campagne de financement participatif, avec pour l'instant 50 backers sur le projet. C'est pas encore financé mais ça devrait pouvoir se faire 25 jours avant la fin de la campagne. On est encore sur un jeu relativement familial, hein, c'est du 7 ans et plus. 15 minutes la partie encore une fois, donc très facile à sortir, 2 à 5 joueurs, avec des règles dans toutes les langues du monde, sauf le français. Allez savoir, on a du lituanien, du polonais, de l'ukrainien, de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, mais on n'a pas de français malheureusement. Bon après c'est un jeu extrêmement simple, avec assez peu de texte in-game également, hein. Vous allez voir en fait les noms des ingrédients, des recettes, mais c'est à peu près tout. Et on va collecter des ingrédients pour faire des recettes de cuisine, en essayant de dissimuler un petit peu ce qu'on s'apprête à faire, notre recette un peu cachée, on va dire. Et il y aura quand même moyen de se mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment. Il y aura un petit peu de take that, si on réussit un petit peu à déduire ce que les autres veulent faire. On va peut-être se choper les ingrédients les uns des autres également. Voilà, ça peut être fun, en famille, avec des petits jeunes, ça peut être très marrant. Bon, a priori, c'est pas un jeu que je vais backer quand même, hein. Pink Soup Game, 50 backers, près de 1700€ d'engrangés pour l'instant. On revient sur Kickstarter cette fois-ci pour parler de That's Wizard, un jeu qui a pour l'instant su accueillir 230 contributeurs approximativement, 27 jours avant la fin de la campagne, 12 000 € d'engagés, c'est donc financé au moment où je m'enregistre, et bah celui-ci pour le coup
il présente plutôt pas mal, il a l'air d'être relativement intéressant. C'est un jeu essentiellement de cartes, de gestion de main. C'est le second projet de ManaWorks Game, le premier ayant été That's Wizard, même jeu, mais annulé. C'était en 2020. En 2020, rendez-vous compte, ça fait quand même 5 ans, un peu moins parce que c'était en décembre, non, novembre, pardon, donc un petit peu moins de 5 ans que ce jeu à 2 joueurs exclusivement d'action, de cartes, de gestion de main avait été proposé, puis annulé assez récemment. Là pour le coup, c'est financé. C'est financé et ça présente plutôt pas mal. Donc ouais, je suis pas étonné qu'il finance, qu'il fasse un assez bon score. Ça reste confidentiel, 226 contributeurs, c'est pas énorme, mais quand même, c'est pas mal. C'est pour 2 maintenant à 4. Avant c'était 2, maintenant c'est 2 ou 4. Attention, il n'y a pas de 3, hein, c'est 2 ou 4. Donc c'est en 2 contre 2 éventuellement. 14 ans et plus, 30 minutes la partie. Et c'est purement et simplement, comme je disais tout à l'heure, un jeu de gestion de main. Vous allez chacun avoir un magicien et vous allez sélectionner en début de partie différents types de sorts que vous comptez utiliser durant votre duel. Il y aura 7 types de sorts, on va dire, les charms, les jinxes, les hexes, les curses, les transfiguration, les defense, les divination. Voilà, je les ai tous faits. Et donc, vous pouvez sélectionner vos cartes en vous spécialisant dans 1, 2, 3 domaines ou répartir un petit peu plus selon ce que vous comptez faire, selon ce que vous imaginez que votre adversaire va vouloir faire également. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez utiliser votre, c'est pas des manas, mais on va dire du mana, quoi, en gros, votre pouvoir magique pour donner plus ou moins de puissance à votre sort. Là, vous le voyez, là, c'est un 0, mais par exemple, 1, 2, 3, vous choisissez, est-ce que vous voulez faire un sort relativement basique ou très puissant, et il va falloir dépenser plus ou moins de pouvoir pour ce faire. Pouvoirs qui seront notifiés ici sur cette petite frise que vous voyez à droite, en fait. Hein, chacun aura son propre plateau avec les points de vie et les pouvoirs magiques, on va dire, que vous devrez donc dépenser. Alors vous voyez qu'il n'y en a que 10, c'est peu, parce que certaines cartes vous permettent d'en dépenser 4, 5, 6, voire même jusqu'à 10, un gros one-shot de la mère qui tue. Mais vous avez aussi chacun 2 cartes, je vois Counter Spell ici, il y en a une deuxième, je sais plus ce que c'est, qui vous permettent potentiellement par exemple de revenir à 10. Donc c'est pas une chute qui est forcément radicale et ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la partie. Non, ça va pouvoir être rechargé, mais bien évidemment si vous utilisez cette carte là, vous ne pourrez rien faire d'autre en même temps. Donc il faudra gérer un petit peu cette ressource qui est votre pouvoir. On a un Pledge Apprentice à 35€, ensuite à 45€ Acolyte qui ajoute donc une petite extension Wizard's Familiar, je crois c'est ça, qui va ajouter de nouvelles cartes telles que des artefacts, des compagnons, des animaux de compagnie sur les choses là, donc pour aller rajouter un petit peu de profondeur de gameplay, potentiellement un petit peu de rejouabilité également. À 69$, on a le Pledge Archmage qui vient ajouter donc en plus du pledge précédent des playmats en néoprène pour chacun des joueurs, enfin pour chacun des 2 joueurs en tout cas, plus également un Spellbook Binder, donc une sorte de petit livret dans lequel vous pourrez ranger toutes vos cartes. Ça sert à rien, mais ça a son charme, mais ça sert à rien, vraiment. Voilà, ensuite en add-on, vous pouvez aller piocher par-ci par-là avec des promo spells, donc des sorts de promo on va dire, spécialement pour la campagne j'imagine, les playmats, le spellbook lui-même par exemple, etc. etc. Voilà, c'est à peu près tout pour ce petit résumé concernant That's Wizard, qui en termes de jeu de duel, de gestion de main, et de ressources pour le coup, même si c'est une ressource, se présente plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un certain charme, visuellement ça présente plutôt bien, donc ouais, à surveiller malgré tout. Je le backerai pas, c'est pas forcément un jeu pour moi, mais j'avoue qu'il a un certain charme et que je pense qu'il y aurait moyen, il a le potentiel d'aller taper les 1000 contributeurs, ce qu'il ne fera probablement pas si on s'en tient à ces 225 contributeurs en fin de première semaine de campagne. On va plutôt l'établir sur du 500, 600, 700, mais je pense qu'il y a le potentiel pour aller viser plus haut par la suite si il y a un effet de reconnaissance de la qualité intrinsèque du jeu par la suite, une seconde campagne de réimpression sur les choses là quoi. 226 contributeurs, 12 000€ d'engrangés pour That's Wizard. On revient sur GameFound pour parler brièvement de Era of Atlantis, le nouveau projet de CJ Games. Pour l'instant, on est à 130 backers, 12 000€ d'engrangés, donc on est à 84% de financement. Ça devrait pouvoir se faire d'ici à ce que la vidéo soit publiée, je pense que ce sera financé. Il reste presque un mois avant la fin de la campagne, avec les quelques photos que vous avez pu apercevoir ici, vous en aurez certainement déjà un petit peu déduit la nature, mais bien évidemment, il s'agit d'un jeu de
contrôle de territoire, mais pas seulement, il y aura aussi une facette placement d'ouvriers avec des factions hautement asymétriques. C'est pour 3 à 5 joueurs, attention, pas de mode de joueur. 120 minutes la partie approximativement. Pour 14 ans et plus, on est sur un jeu plutôt initié plus / expert, avec des factions assez asymétriques. On va incarner différentes nations d'une époque antédiluvienne, un petit peu sci-fi-isé, si je puis dire, un petit peu futuristo-passéiste. Ça veut rien dire, mais vous aurez compris ce que je veux dire. On va incarner donc des nations qui parfois n'existent plus d'ailleurs. On va ici Atlantis, enfin qui a-t-elle jamais existé d'ailleurs, on ne sait pas. On sait probablement que non. Atlantis par exemple. Et donc on va chacun avoir donc ses propres spécificités, ses propres compétences asymétriques, et on va se foutre sur la tronche, bien évidemment, vous l'aurez deviné. Voilà, je vois pas spécialement de choses extrêmement originales, si ce n'est éventuellement peut-être la thématique, l'approche thématique, on va dire. Le reste est relativement convenu de ce que je peux voir, ce qui ne veut pas dire que le jeu va pas être excellentissime, j'ai pas testé, je peux pas vous dire, mais de ce que je peux voir, il a pas l'air d'être particulièrement original, mais les jeux n'ont pas forcément besoin d'être très originaux pour être excellents. Donc ouais, à voir. Il a l'air d'avoir quand même une certaine qualité. Il présente plutôt pas mal. Visuellement, c'est pas vilain. C'est pas super beau, mais c'est pas vilain. Mais ouais, à tester un de ces jours, pourquoi pas. Je suis pas contre, mais ouais, c'est pas un jeu pour moi a priori. 67$ pour 67 € pardon, pour le First Founder, donc c'est une sorte de petit early bird. Ensuite, on a le 69, donc c'est le pledge de base. Une fois que cette édition, enfin cette quantité limitée de First Founder sera terminée. Sinon, vous pouvez aussi mettre la main sur leur précédent jeu, Galactic Era, à 84. Vous pouvez prendre les deux aussi en bundle à 111€. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Le how to play, hein, bon, je vais pas rentrer dans les détails. On a parlé de placement d'ouvriers. C'est un petit peu cette facette-là ici sur votre plateau individuel. L'envoi de vos factions sur différentes régions de par le monde. Bien sûr, de la baston. En fonction de nos pouvoirs, etc., de nos compétences, on pourra gagner ou perdre nos confrontations et prendre possession d'un territoire. Voilà, c'est tout pour Era of Atlantis, 133 backers, 30 jours avant la fin de la campagne. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite campagne sur Ulule, il y en avait bien une, c'est celle-ci, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est une campagne de soutien, on va dire, à Opla Games. Alors vous connaissez certainement les jeux Opla, des jeux assez atypiques, généralement on connaît pour beaucoup d'entre nous La Marche du Crabe. Ils avaient aussi commencé, je crois, par Cosmopolite, qui était un jeu vraiment très très unique en son genre. Les autres, je connais pas. Je connais La Marche du Crabe et Cosmopolite, mais apparemment, il était une forêt, Dame Nature, Pollen, Osmosis, Quatsu. Moi, je crois que c'est ça, Quatsu. Enfin, je les connais pas, ceux-là. Mais en gros, ils ont des soucis financiers. Ils ont pour but, dans cette campagne, de soulever 87 000 de lever, pardon, pas de soulever, de lever 87 000 € qui nous manquent pour nous remettre à flot, disent-ils. Donc clairement, là c'est pour ne pas couler en gros. Donc si vous appréciez certains de leurs jeux produits jusqu'à présent, Cosmopolite, La Marche des Crabes par exemple, sachant que c'est une entreprise qui, je crois, produit uniquement en France, c'est ça, Auvergne-Rhône-Alpes, donc ouais, France, en France. C'est une campagne c'est pas une campagne, c'est une compagnie qui se veut très éco-responsable, etc. Avec des belles valeurs morales, on va dire. Et donc, du coup, ça rend aussi leur activité peut-être plus difficile que pour d'autres éditeurs qui font imprimer en Chine, par exemple. Mais du coup, ouais, si vous pouvez éventuellement leur donner un coup de main, pardon, si vous en avez envie, tout simplement, parce que c'est pas non plus une obligation, sachez que la campagne existe, elle est actuellement sur Ulule, avec pour l'instant 40 000 € d'engrangés approximativement. Il reste 35 jours avant la fin de la campagne. Il y a déjà plutôt une belle, comment dirais-je, belle participation de la part des joueurs, sachant que bien sûr il y a des contributions, des contreparties bien sûr à la campagne. Vous ne mettez pas seulement votre argent pour que dalle, pour soutenir. Vous recevrez des petites packs de goodies, vous pourrez recevoir un pack n'importe quoi avec des sous-bocs par exemple, un marque-page. Vous pourrez recevoir des planches d'impressions originales, vous pourrez recevoir des versions collector de jeux au plat dédicacés, voilà, sur la chose là. Donc à vous de voir les contreparties qui vous intéressent le plus, et donc vous ne repartirez quand même pas les mains vides, sachez-le. Voilà pour la petite campagne donc de Opla Games. C'était le dernier petit projet, la dernière entrée de cette semaine. On passe maintenant donc aux plats principaux.
premier plat principal de la semaine, Great Helm, un petit jeu de skirmish, d'escarmouche, avec des chevaliers époque médiévale, donc 1340 contributeurs, d'où le fait que je le place dans cette catégorie des plats principaux de la semaine, parce qu'en réalité, ça m'intéresse pas honnêtement. Alors on a des petites miniatures très classe, de petits chevaliers en armure qui guerroient, certes, mais l'escarmouche c'est pas trop mon truc à la base. Là effectivement, visuellement ça prend pas mal au niveau des miniatures, mais le terrain, bof, c'est pas fifou. Euh, la page de campagne n'est pas hyper sexy non plus. C'est un premier projet en même temps de Malev d'Ashinobi. Je crois qu'il a déjà créé d'autres trucs apparemment, hein, auparavant, mais c'est sa première campagne qu'il porte lui-même, on va dire. Et donc c'est un jeu d'escarmouche, on aura une phase d'initiative, une phase de combat, une phase de courage, apparemment. Il y aura beaucoup de dés, donc est-ce qu'il y aura une composante hasard assez marquée ou est-ce que ce sera du placement de dés? Je n'ai pas forcément checké en détail parce que vraiment c'est pas une campagne qui m'intéresse outre mesure, mais je pensais quand même qu'il y aurait certainement des joueurs intéressés malgré tout parce que les chevaliers ça nous parle forcément un petit peu, même si c'est pas forcément des chevaliers français. Le matos est plutôt clean si on dépense suffisamment, parce que vous allez voir que tous les niveaux de pledge ne proposent pas la même chose. Et puis bon, les jeux d'escarmouche, ça plaît quand même pas mal de monde, c'est juste que je suis pas dans cette niche là, donc ça me parle pas outre mesure. Alors pourquoi disais-je que ça dépendra des niveaux de pledge? Parce que bien sûr qu'en fait, les belles miniatures ne seront pas dans tous les pledges. On a un pledge de base à 20$, c'est juste les règles en réalité, mais pas de matos. Ensuite à 35$, cette fois-ci c'est les règles en physique et non pas en PDF, donc c'est quand même pour un PDF extrêmement cher, 20$. Ensuite, si vous voulez les knights, donc les chevaliers, pré-peint, je crois. Ouais, pré-peint. C'est 500$. Ça picote un petit peu là. Hein. Quelques petites gouttes de tabasco au niveau de la nuque quand on plaide ce truc là. Faut être vraiment très très fan du projet pour le coup. Hein. Mais voilà, j'ai pas grand chose de dire j'ai pas grand chose de plus à dire que ça concernant Great Helm. Si on est fan de jeux d'escarmouche avec très très peu de composants en réalité, hein, c'est 6 contre 6 si mes souvenirs sont bons. C'est vrai que le jeu a un certain charme, mais c'est clairement pas pour moi a priori. Est-ce qu'on nous met les frais de port quelque part? J'ai pas l'impression. Même à ce niveau-là, ça fait campagne un petit peu amateur. La campagne n'est pas extrêmement bien présentée. Je crois qu'il y a dans la communauté, ils ont créé d'autres factions qui n'ont rien à voir avec des chevaliers, pour le coup, juste des démons, des trucs comme ça. C'est un jeu hautement modulable. Si vous avez le concept de base, le livret de règles de base, après vous faites un peu ce que vous voulez avec, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a d'autres scénarios possibles qui sont déjà présentés en stretch goals. Ici on voit les kabuto, donc plus des guerriers japonais avec des samouraïs. Ici on a de la fantasy par exemple, MK6, je sais pas très bien à quoi ça correspond. Bref, il y a plein de trucs possibles sur un set de règles basiques, on va dire. Voilà donc pour ce qui est de Great Helm, actuellement sur Kickstarter avec 1340 backers, 41 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Dogs of War, une nouvelle édition pour un grand classique de Paolo Mori, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça, Paolo Mori. Donc, c'est Play2Z qui est derrière cette campagne, un éditeur dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Récemment, on avait vu, ils avaient fait le 40e anniversaire de Tales of the Arabian Nights, un jeu qui avait une assez bonne réputation, qui fêtait son 40e anniversaire et pour lequel ils avaient fait une campagne avec 2400 backers, 300 000 € d'engrangés. Et du coup, c'est la même chose. Ils nous proposent une nouvelle édition d'un jeu un peu plus ancien. Alors, pas aussi ancien que celui-ci, hein, quand même 40 ans, non, ça c'est quand même particulièrement ancien. Je crois que Dogs of War, ça va environ 10-11 ans. Donc c'est quand même beaucoup moins vieux que ça. Mais bon, ça reste quand même un jeu classique. Paolo Mori, c'est un auteur de renom. Hein. Là, on voit quelques-uns de ses jeux, Ethnos, Libertalia, Blitzkrieg. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Sachant que là, il sera accompagné pour ce qui est de l'ADA par Edu Valls, qui est donc l'illustrateur de Bitoku, de Redwood, entre autres. C'est pour 3 à 5 joueurs, 75 minutes la partie. On est sur un jeu qui mêle un petit peu de placement d'ouvriers, de gestion de votre faction. C'est un jeu compétitif dans lequel on va aussi avoir des alliances très très fluctuantes. Il y aura aussi masse de petites trahisons, puisqu'en fait on va incarner des sortes de seigneurs de guerre et on va allouer nos services à certains seigneurs, mais qu'on pourra trahir si on estime que c'est pas forcément en notre faveur ou que ça ne l'est plus en tout cas. Sachant que c'est une version revue et corrigée de ce jeu, donc sorti il y a déjà 10-15 ans, avec des petites
des petites règles peaufinées on va dire, et des ajouts de nouvelles compétences, de nouvelles cartes par exemple. Le pledge de base coûtera 50$, sinon on a un pledge à 75$ qui ajoute par-dessus de la deluxification avec des pièces en métal et puis des artworks alternatifs sur les choses là. Excusez-moi pour la petite cut intempestive, petite quinte de tout. Alors donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça en réalité. Vous avez déjà aperçu, je pense, ce jeu sur les différents forums, communautés, etc., même sur BGG. C'est un jeu quand même assez bien noté malgré son vieillage désormais. Enfin, vieillage, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, il a une belle version revue et corrigée qui visuellement présente très très bien. Apparemment, il y a eu un gros travail travail de rééquilibrage. Je fais des mots valises parce que j'ai plus de voix et je suis fatigué. Non, en vrai, c'est juste que j'ai un QI à 2 chiffres avec une virgule entre les deux. Donc on continue. Voilà, on vous présente le jeu dans sa version plus ancienne dans pas mal de vidéos. Je suis sûr des vidéos en français sur YouTube qui vous présentent Dogs of War dans sa version un peu plus ancienne. Et donc sachez-le, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai travail de rééquilibrage et il y a aussi des ajouts de nouvelles cartes qui pourront potentiellement retourner le cours de la partie, etc. Donc cela est relativement intéressant. Reste que pour nous, comme ça se joue à partir de 3 joueurs jusqu'à 5, c'est pas un jeu qui verra tellement la table chez nous, donc c'est pas un jeu que je vais baquer pour autant. Shipping, pour le Canada, 17$. Pour l'Union Européenne, en tout cas la Belgique, la France et la Suisse, c'est 20$. Ensuite, pour nous, au Japon, on serait ici, donc 28$ de frais de port. Voilà donc pour Dogs of War, cette nouvelle campagne d'une réédition revue et corrigée visuellement mais également mécaniquement par Play2Z. 1400 backers, 92 000 €, enfin dollars, d'engranger pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne tout de suite avec le nouveau projet de Inside Up Games, les Canadiens de Inside Up Games, à qui l'on doit bien évidemment leur plus gros succès à ce jour, Earth, bien évidemment, avec la récente extension Abundance, mais également Ice and Idols. D'ailleurs, Abundance n'était pas la plus récente, excusez-moi, c'était Animal Kingdom la plus récente. Abundance, c'est celle qui est arrivée au backer il n'y a pas trop longtemps. Animal Kingdom, c'est celle qui a eu lieu en mai dernier et qui n'est pas encore livrée, je crois. Il y a aussi Ice and Idols, il y avait aussi Terminus, Perch, donc bref, pas mal de petits jeux qui ont su se faire un petit chemin. Draft and Write Records, qui m'intéresserait bien, un de ces jours à tester. Mais voilà, en gros, c'est un éditeur qui fait des petits résultats sympas, généralement pas des gros succès, mais il y a quand même eu Earth, qui lui, pour le coup, est un vrai gros succès. Et donc, ils nous reviennent avec Calypso, qui est l'œuvre d'un Québécois qui s'appelle Gilles Turbide, je crois, c'est un petit peu petit, mais c'est écrit plus bas au pire. Il y a bien une VF pour celui-ci. On vous plonge ici, c'est le mot, dans un univers un petit peu à Waterworld, pour ceux qui connaissent le film dans les années 90 avec Kevin Costner, qui était un film dans lequel l'univers était un petit peu disons, post-apocalyptique, les flots avaient complètement inondé les terres vivables, et donc il n'y avait plus que de la flotte salée partout, et les gens se massaient sur des atolls, des polders, on va dire, qu'ils avaient réussi à construire avec des briques et des brocs. En gros, c'est un petit peu le monde dans lequel vous plonge Calypso, pour vous proposer une expérience de pose de tuiles, de cette collection, et plein d'autres trucs, avec du combo, en voulez-vous, en voilà. Pour l'instant, on est à 1600 contributeurs, ce qui est pas mal. C'est pas époustouflant en comparaison avec Earth, bien évidemment, mais c'est quand même un très bon résultat. 14 jours avant la fin de la campagne, on est déjà à 133 000 € d'engrangés. Alors, voilà un petit aperçu de ce que ça peut... Enfin, un petit aperçu du jeu une fois sur la table avec votre plateau individuel ici, et ici vous voyez un petit tourbillon. En fait, dans ce monde de Calypso, c'est ce petit tourbillon qui fait remonter des ressources, des composants de construction, on va dire, entre autres au sommet de la mer, on va dire, en haut des flots. Et donc ce sont des tuiles, des polyomino, on va dire, toujours en forme de T, que vous allez pouvoir récupérer et placer sur votre plateau individuel pour construire des bâtiments, pour encercler des zones de pêche, ce genre de choses là. Il y a plein d'actions possibles et imaginables à faire. Et en fonction du nombre d'icônes d'une catégorie sur un espace donné, et bien, vous allez pouvoir construire des bâtiments par-dessus, tels que aussi des jardins ou ce genre de choses là. Il y aura aussi
des tempêtes qui vont potentiellement impacter vos constructions, bien évidemment. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 40 à 60 minutes, donc c'est un jeu qui se veut relativement facile à sortir, hein, avec une durée de partie assez ramassée, et c'est pour 12 ans et plus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va drafter sur ce vortex une tuile, une polyomino en T, on la place quelque part sur notre plateau individuel, on essaye de faire des zones avec les mêmes icônes pour construire des trucs dessus. On va avoir des objectifs en commun. Je ne sais plus si c'est des objectifs cachés également, mais bref, il y aura différentes manières d'aller scorer des points, on va dire. Et aussi, sachez que le jeu a une facette coop / solo et une facette compétitive. Donc à vous de voir ce pourquoi vous désirez mettre la main sur Calypso. Mais en tout cas, les retours concernant le coop sont plutôt positifs jusqu'à maintenant de ce que j'ai pu voir. Sachez également qu'en termes de matos, vous le voyez, Premium Components in every game. En fait, pose de tuiles, le truc souvent un petit peu chiant pour la pose de tuiles, c'est que au moindre petit mouvement, les tuiles elles glissent et ça fout le bordel et on sait plus où on en est. Là pour le coup, les tuiles bénéficient d'un petit revêtement, on va dire, ainsi que les vortex ou le plateau aussi, pour éviter que justement ça ne glisse. Et alors vous voyez que là, vous secouez un petit peu, vous penchez le plateau, ça ne tombe pas a priori, donc ça c'est plutôt très cool. Et c'est contenu dans le pledge de base. Pledge de base qui est à 55$, alors que la Deluxe est à 119, ça fait un sacré bon, mais avec ce sacré bon numérique, vous aurez du Game Trace, donc facilité d'installation et de rangement, mais également des éléments en 3D tels que les tonneaux ou encore les bouées de sauvetage, et des bateaux en acrylique plutôt qu'en carton également. Donc ouais, c'est une belle édition Deluxe quand même. On a un petit état des lieux du gameplay, on va dire, avec donc, les différentes tuiles que vous pourrez apposer et ainsi en faisant ceci réussir à obtenir suffisamment d'un même logo pour construire des trucs dessus, partir à la pêche de différents types de poissons, délimiter des zones de pêche, ce genre de choses là. Bref, il y a quand même plein de trucs que vous pouvez faire. Il y a plein de combos à imaginer. Et apparemment, si vous êtes censé poser, je crois, 3 ou 4 tuiles par tour, il y aura des tours où, grâce à des combos de la mort qui tue, vous allez pouvoir poser parfois 7-8 tuiles. Et ce sera apparemment très jouissif. Donc voilà, un jeu que j'aimerais beaucoup tester. Visuellement, je suis pas hyper convaincu parce que c'est quand même c'est très monochrome de fait et les tuiles sont pas très à mon goût. Les cartes sont très jolies. J'aime beaucoup. Les tuiles, je suis moins fan. Visuellement, ça me vend pas du rêve, mais le jeu a l'air vraiment cool. Et j'aimerais beaucoup le tester. Donc ouais, celui-ci, peut-être juste pour la DA, je me vois peut-être pas trop le baquer, mais en termes de gameplay, ouais, il me fait un petit peu de l'œil quand même. Il a l'air d'être vraiment cool. Donc un jour peut-être en boutique par exemple, ou d'occasion sur internet au Japon, peut-être que je pourrais le choper. Peut-être, pourquoi pas. Mais peut-être pas le baquer. Alors, pour ce qui est du contenu, vous avez un petit aperçu ici, les différents, il y en a 4 plateaux que vous allez pouvoir accoler pour faire le plateau central, les petits plateaux pour les ressources, masse de cartes dans tous les sens, masse de petites tuiles bien évidemment, c'est un petit peu le cœur du jeu. Les petits vortex, il y en aura donc 4, parce que vous allez donc poser 4 tuiles sur votre plateau individuel chaque tour. Il y aura des tuiles de petits bateaux pour aller pêcher, sur les choses là. Bref, il y a masse de matériel dedans. La deluxification, elle vient ajouter donc les Game Trays, donc les rangements en plastique de chez Game Trays, les bateaux en acrylique, les bouées et les tonneaux directement en impression 3D. Donc quelques petits éléments de deluxification qui font plaisir. Vous pourrez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Le reste, j'ai déjà fait un petit peu le tour, on va pas prendre trop de temps. Les pledges, je les ai déjà dit, 53 le pledge de base, 119 le pledge deluxifié. Voilà, on va pouvoir maintenant passer au frais de port avec la petite timeline aussi. Timeline, c'est pour septembre-octobre de l'année prochaine pour la livraison, donc d'ici approximativement un an si tout se passe bien. Entre temps, les frais de port. Canada, c'est 20 à 22$ en fonction du pledge. Europe, avec la France et la Belgique, c'est 17-18. La Suisse, ça doit être un peu plus, genre 26-27. Et puis pour nous, au Japon, ce serait 32-35, ce qui rend le projet encore moins intéressant sur Kickstarter pour nous. Voilà donc pour ce qui est de Calypso, un projet qui a l'air d'être vraiment très cool en termes de gameplay, matière moins visuellement parlant, mais un de ces jours, je serais très curieux de le tester celui-ci. 1600 backers, 14 jours avant la fin de la campagne pour Calypso. Bon allez, c'est pas le tout.
Là, ça s'entend de plus en plus, je crois, hein, mais la gorge commence à prendre cher. Donc, petit bonbon pour la gorge. Voilà. Ryukakusan. Voilà. Si vous venez au Japon, ils sont cool. Ça fait du bien. Mais donc, on n'est pas par là. On n'est pas là pour parler de bonbons pour la gorge. On est là pour parler de jeux. Et le prochain sur la liste, en fait, c'en est deux jeux. C'est Azur et Moitura. C'est la nouvelle campagne de Bitewing Games, 10e projet sur Kickstarter de l'éditeur américain. Ils sont habitués aux campagnes multiples. Enfin, pas aux campagnes multiples, mais aux campagnes pour plusieurs jeux en même temps. Et pourtant, au tout début, c'était pas forcément le cas. Ils avaient fait un beau succès avec Trailblazers, avec Zuvadis également, ou encore avec Cascadero. Mais depuis quelques temps, c'est quand même souvent du 3 ou du 2. On a ici Cat Blue, Shuffle and Swing par exemple, encore Silos, Ego, Orbit. Je crois que récemment, Xavier a testé Silos. Il avait dit que c'était très très cool. Donc ouais, un de ces jours, pourquoi pas. La DA était très très cool sur les 3 jeux pour le coup. Hein. Il y en avait un qui était par Vincent Dutronc d'ailleurs. Et du coup, pas si longtemps que ça, ils avaient proposé une campagne pour Iliad et Icor. Donc 2 jeux basés sur la mythologie, pas la même du coup, mais sur la mythologie dans le sens large du terme. Et c'était une nouvelle gamme de jeux en réalité, qui donc va se prolonger aujourd'hui via cette nouvelle campagne. Donc c'est leur gamme mythologique, avec cette fois-ci donc Azur et Moitura. Pour l'instant on est à 1000 backers, 78 000 € d'engrangés sont financés, 20 jours avant la fin de la campagne. Et donc, première chose à savoir, c'est que ce sont les auteurs de, entre autres, Inflexible, Normandie, Afrique du Nord, Stalingrad, etc. Ou également War Chest, donc en français Champ d'honneur, ou encore Mandala par exemple. Donc bref, des auteurs assez connus que sont donc David Thompson, Trevor Benjamin et Brett Gilbert. Donc 3 auteurs assez connus du milieu avec des jeux de qualité. Et donc, ils reviennent avec cette fois-ci Azur et Moitura. Alors, autant vous le dire tout de suite, Azur m'intéresse pas. C'est très 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 abstrait pour le coup. Il était très cool. D'ailleurs, quand on voit le nom des auteurs, il y a quand même un gage de qualité derrière qui me laisse penser que c'est certainement cool. Mais très très abstrait. Même si pas vilain. Et derrière, par contre, Moitura, il a l'air d'être vraiment sympa. Alors, Moitura, on vous plonge dans l'Irlande. Moi, je crois ça, l'Irlande. De quelle époque d'ailleurs il y a peut-être environ 2000 ans. Environ, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, vous allez invoquer des déités locales, mythologie, pour prendre le contrôle de l'Irlande ancienne. C'est 39$, c'est pas très cher, surtout quand on voit le matos qui est proposé. Alors attention, il y aura aussi différentes versions, plus ou moins déluxifiées, mais sachez-le. Azur, lui, il coûte un peu moins cher. Il coûte le même prix, je crois, que les 2 autres jeux sortis précédemment, donc Icor et Iliad, parce que c'est plus petit. Il y a un peu moins de matos que dans Moitura, on le verra par la suite. C'est 29$ pour le coup, et là, de suite, hein, visuellement, vous pouvez le voir que c'est un jeu abstrait. Mais bon, ça peut être très sympa malgré tout. Alors, ouais, c'est ici. Iliad, Icor, Azur, on voit que c'est un poil plus petit, hein, 5,7 de profondeur, 7 cm pour Moitura, c'est un peu plus conséquent, un peu plus de matos, et du coup, c'est un poil plus cher. Alors donc, continuons pour donc Moitura, 2 joueurs. Les deux jeux sont à 2 joueurs exclusivement. Moitura, c'est donc 45 minutes la partie, et donc on va, en tant que leader d'une faction guerrière, essayer de prendre contrôle de l'Irlande ancienne. Et donc pour ce faire, on va bien sûr poser des éléments de notre faction un petit peu partout sur le plateau. Il y aura aussi donc des déités, je l'ai dit tout à l'heure, on pourra utiliser les services en fonction de la, de la physionomie de la rencontre, on va dire, si je reprends un peu le vocabulaire du football. On peut s'approprier les services de certaines de ces déités pour faire des effets très très puissants, bien évidemment. Mais il faudra aussi compter sur un adversaire commun aux 2 joueurs, et ça c'est relativement important, intéressant aussi. Donc on vous dit ici avec un petit résumé du how to play. Sélectionnez une des tuiles de déité, de divinité on va dire, avec leur action. On va utiliser des tokens de worship, donc j'arrive pas à trouver le mot en français, worship. Je l'ai sur le bout de la langue, il veut pas sortir. Non, ça sort pas quand même quand on fait ça. L'adoration, on va dire ça comme ça. C'est pas exactement le terme que je cherchais, mais adoration pour la divinité en question. Et donc, on va upgrader les compétences de cette divinité de manière permanente. Ensuite, on va envoyer un peu notre faction, nos factions, nos unités
sur le territoire irlandais et on va affronter des adversaires. Mes adversaires, c'est pas toujours le mec en face de nous ou la meuf en face de nous autour de la table. Non, ça peut être un ennemi commun. Il y a une petite facette légèrement semi-coop puisque en face de nous, il y aura aussi une sorte d'IA qui viendra impacter l'ensemble du territoire et vous foutre des bâtons dans les roues à tous les deux. Là, on voit ici par exemple les Fomorians par exemple. Et donc il y aura des systèmes de majorité pour prendre des points, etc. avec différents types de clans pour renouveler un petit peu l'expérience à chaque partie, sachant que dans une extension, il y en aura encore plus. Alors continuons. Là on a un petit aperçu des composants pour le jeu de base, avec 4 plateaux, enfin 4 tuiles on va dire, double épaisseur de divinité, mais là encore dans l'extension il y en aura encore plus. Ensuite les cartes d'ennemis, donc les ennemis en commun, et puis après nos cartes de faction, etc. Et donc je l'ai dit, Magmel Expansion, petite extension qui sera gratos si vous prenez Moitura durant la campagne, qui vient ajouter 12 nouvelles cartes d'ennemis, et puis également un nouveau dieu, on va dire, avec Luf, je sais pas comment on le prononce, donc pour renouveler un petit peu l'expérience, même si on aurait quand même aimé, je pense, avoir un peu plus de divinité que ça ne fait que 5 au final, ce qui est quand même pas énorme. On pourra aussi deluxifier éventuellement notre pledge avec des petits chips de poker pour remplacer les unités de base, on va dire. Voilà. Ensuite, on peut continuer sur Azure. Là, pour le coup, encore une fois, du 2 joueurs, mais beaucoup plus court, 20 minutes la partie, avec donc un jeu très abstrait, avec différents esprits. Là, on est plus sur de la mythologie chinoise pour le coup, et on va déplacer notre petit personnage sur différentes zones, et vous voyez que sur chaque espace, il y aura des gains différents. Donc on va activer certaines actions de l'emplacement en question pour choper des trucs, et on va aussi disposer des pierres, des petites pierres qui vont nous permettre par exemple de réduire le prix de telle ou telle action, sur des choses là. Donc c'est quand même assez abstrait visuellement, ça me parle pas du tout pour le coup, mais vu le pédigré des auteurs, je me dis qu'il y a moyen que ce soit quand même très sympa. Et je crois que là aussi il y a une petite extension, on voit le contenu en termes de matos. Est-ce qu'il y avait une extension pour ça aussi? Oui, Cosmos Expansion, avec encore plus de nouveaux plateaux qui sont, je crois, double face. Oui, ça double face, donc pour encore plus de rejouabilité. Et puis également le dragon jaune qui n'était pas présent parmi les 4 divinités de tout à l'heure. Il y en aura désormais 5, avec un nouveau petit mécanisme avec une frise. Vous pouvez aussi deluxifier avec des petites miniatures en résine de chacun des 4 dieux, on va dire, présents dans Azure. Ensuite, pour les autres pledges, éventuellement, il y a un bundle à 68 $, avec les petites extensions bien sûr. 97 pour prendre les deux avec de l'oxyfication. Et puis sinon, vous pouvez prendre la collection Mythos, donc les 2 jeux de cette campagne, ainsi que Icor et Iliad, les 2 précédemment sortis. Sinon, même chose, mais avec la deluxification pour chacun des 4 jeux, 218. Ça commence à faire un peu cher, mais bon, quand on veut de la deluxification, on a de la deluxification. Voilà. Ensuite, shipping. Canada, 9 $, quel que soit votre niveau de pledge. Union Européenne, 9 $ également. Europe, mais non Union Européenne, 14 à 20 $. Et puis nous, au Japon, 29 à 56 $. Là, pour le coup, c'est pas hyper friendly. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Bitewing Games avec Moitura et Azure. Alerte Nixienne. Et oui, à chaque fois qu'il y a une vidéo de Nix sur un projet, je le dis, avec le petit Nix qui passe en diagonale. Donc, Timeless Journeys, The Italian Grand Tour, le nouveau projet de Lirius Games. Nouveau, pas tant que ça en vrai, parce que Lirius Games avait déjà proposé Timeless Journeys il y a de ça 1 an environ. C'était en novembre 2024. Et donc on avait eu 374 backers, et ils avaient donc décidé d'annuler la campagne, alors que vraisemblablement elle aurait peut-être pu financer quand même. Bon, je me rappelle pas après combien de jours ils avaient décidé d'annuler, mais c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Là on est d'ores et déjà à 457, donc bien mieux que la première campagne. Et c'est financé avec 37 000 € pour l'instant, 24 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties de 50 à 90 minutes. Et à noter aussi, parce que c'est pas précisé directement, c'est pourtant un argument de vente qu'il devrait mettre en avant selon moi,
parce que c'est un petit éditeur, ils sont quand même octroyés les services de Nestor Mangone, donc un auteur de renom pour Timeless Journeys. Et donc, oui, tout à l'heure, quand j'avais parlé de Bagged and Boarded dans les entrées de la semaine, j'avais dit qu'on mentionnerait brièvement un autre jeu sur les comics qui s'intitule Age of Comics. Eh bien, c'était celui-ci. C'était le premier projet de Lirius Games qui avait fait un énorme succès pour le coup. C'était en octobre 2022, donc ça fait bien 3 ans pour le coup. Ils avaient fait 4200 contributeurs à l'époque, ce qui était vraiment un très très beau succès. Le jeu avait vraiment de la gueule, il était vraiment pile poil dans la catégorie de jeu que j'aime particulièrement, à savoir Initié Plus. J'aime beaucoup les experts aussi, mais ils sont beaucoup plus difficiles à sortir, ils voient moins souvent la lumière du jour. Et du coup, j'aime beaucoup les Initiés Plus au final. Et Age of Comics, dans cette catégorie-là, avait l'air d'être vraiment très très cool. Et en plus, Nyx en disait beaucoup de bien. Donc forcément, moi, le très saint Nyx, j'écoute. Voilà. Mais donc, Age of Comics était très très cool. Et Timeless Journeys, je dirais que thématiquement, il m'intéresse un peu moins, mais il est quand même pas mal original. Et en plus de ça, quand même un auteur de renom derrière, donc ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que vous propose justement Timeless Journeys ? Comme son sous-titre l'indique, The Italian Grand Tour, vous partez en Italie pour faire un petit peu du tourisme à l'époque. Le tourisme, on est quoi au 19e, non, peut-être 19e siècle, je pense. Plutôt 19e siècle. C'est pour un 5 joueurs, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Environ 1 heure, 1 heure et demie la partie. Et donc, avec notre petit personnage, on va flâner, on va dire, sur la botte italienne dans différentes villes. Et au détour de nos différentes pérégrinations, de nos différents voyages, on va y rencontrer tout un tas de gens avec lesquels on pourra faire tout un tas de choses. On pourra aller au café pour avoir des débats intellectuels, on pourra s'échanger des lettres, des petits échanges épistolaires, on pourra même provoquer en duel un autre personnage, allez savoir pourquoi. Je crois que dans la vidéo d'introduction, le mec est en duel à mort avec, je sais plus si c'était, non c'était pas Mark Twain, mais bref. Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai noté, c'est que dans Timeless Journeys, on voyage en Italie, mais on voit quasiment que des mecs anglophones. On voit Mary Shelley, on voit Mark Twain, on voit Lord Byron, bref, que des anglais. Bizarre. On continue. Apparemment, il y a une belle refonte visuelle par rapport à ce qui était proposé l'année dernière, qui a l'air de séduire plus les gens que celle de l'année dernière aussi, et également quelques petites nouveautés mécaniques apparemment aussi. Donc c'est un jeu qui a connu une belle refonte, aussi bien visuelle que mécanique, même si on imagine quand même fortement que les mécaniques de base qui régissaient le jeu à l'époque sont toujours présentes, bien évidemment. Et donc oui, c'est un jeu qui va mêler du deck building, du card chaining, donc du chaînage, du combo de cartes, du set collection, et puis bien sûr de la planification de votre voyage, des différentes villes que vous allez traverser, de ce que vous allez faire pour ensuite le noter dans votre journal, puisque vous allez pouvoir, donc bien sûr, voyager, nouer des liens d'amitié, avoir des cartes d'inspiration, bref, tout un tas d'actions que vous pourrez entreprendre. Vous pourrez rencontrer donc Lord Byron, Mary Shelley, Mark Twain, Charles Dickens, et donc, vous le voyez ici, hein, les relations amicales, un petit verre au bar, ou un duel sur les choses-là. Est-ce qu'on peut demander un duel avec Mary Shelley, par exemple ? Je sais pas, est-ce qu'on peut le faire avec tout le monde ? Ça me semble thématiquement bizarre, mais pourquoi pas. Alors attention, ne vous laissez pas avoir par le premier pledge qui est mis en avant. Le Grand Tourist à 75€, c'est déjà un pledge de Luxifié en fait, c'est un pledge Collectors. Si ça vous fait un petit peu peur, sachez qu'il y a un pledge de base à 45€. Donc c'est quand même beaucoup plus abordable, 45€. Et ensuite, à 75€, vous avez le jeu de Luxifié avec en plus 3 petites extensions. On a l'extension Napoléon, l'extension Night Terror at Villa Diodati et l'extension The Romantics. Avec en plus de ça de la deluxification sur les plateaux, sur les journaux, etc. Et ensuite on a le pledge Epic Grand Tourist à 110€ qui vient ajouter des pièces de métal ainsi qu'un tapis de néoprène, etc. Donc encore plus de deluxification. Voilà, je vais pas repasser en gros sur les différents éléments de gameplay. Vous voyez ici donc tisser des liens d'amitié, garder contact avec des échanges épistolaires, se rencontrer dans des cafés pour débattre, écrire dans votre journal, etc. etc. Donc ouais, thématiquement, je trouve qu'il est quand même relativement original. Visuellement, ça présente plutôt bien. En termes de gameplay, bon, je sais pas exactement comment on s'oriente pour l'instant. Il faudrait que je regarde une deuxième fois
la vidéo de Nyx. Je l'ai regardée il y a une semaine, mais j'étais un peu fatigué, je l'ai pas trop en mémoire pour le coup. Mais je ne doute pas de la qualité, bien évidemment, ça reste Nyx. Et donc en plus, il avait une approche assez intéressante, puisque il avait déjà fait une vidéo lors de la première campagne l'année dernière, et il fait une seconde vidéo qui donc apporte des éléments de comparaison entre la version qu'il avait entre les mains il y a un an et celle qu'il a eue entre les mains ces dernières semaines. Du coup, c'est assez intéressant aussi pour ceux qui se poseraient la question sur ce qui a été changé depuis la dernière fois. Ensuite, passons au frais de port si vous voulez bien, et même si vous voulez pas, parce qu'en réalité, c'est pas un échange. C'est long. Alors, en add-on, bien sûr, on peut aller choper les pièces en métal seulement si on veut que ça, mais pas le reste, ou le tapis néoprène, bien évidemment. Et donc, frais de port disais-je, tout en passant sur le fait que Tabletop Simulator, Tabletopia, ce sera disponible également pour tester le jeu. Il y aura aussi un PDF pour la version française à minima. Et donc, shipping. Union Européenne, mais également Suisse, c'est 15, 15, 20 en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, Canada, 20, 20, 30. Et puis pour nous, au Japon, c'est 30, 30, 50 de frais de port. Voilà pour ce qui est donc de Timeless Journeys, The Italian Grand Tour. 38 000 euros d'engrangé approximativement, 460 backers, 24 jours avant la fin de la campagne. Actuellement sur GameFound, Grim Dark Future Broken Truth, un jeu pour 2 joueurs avec de la miniature dans tous les sens, 1000 backers pour l'instant, 300 000 $ d'engrangé. Donc vous pouvez déjà rapidement calculer le prix du pledge en moyenne. 1000 backers, 300 000 $ d'engrangé, ça fait des pledges très très chers à 300 boules. Alors donc c'est pour 1 à 2 joueurs, donc solo inclus, pour des parties de 60 minutes, et on est sur un jeu de miniatures en réalité. C'est un jeu qui se centre très clairement sur les miniatures, avec un jeu en fait de jeu d'escarmouche si on peut. C'est un jeu qui dispose d'une version française, francophone à minima. C'est donc pour des parties d'environ 30 minutes, pour des parties d'environ 1 heure, avec un setup de 30 minutes. C'est ça la donnée importante que je voulais souligner, c'est que le setup, l'installation est très très longue. C'est quand même la moitié du temps de la partie elle-même. Ça me refroidirait méchamment. Mais donc pour le reste, c'est un jeu un petit peu d'escarmouche, de bataille on va dire, dans lequel on va notamment utiliser donc ces fameux mètres qu'utilisent certains jeux d'escarmouche pour mesurer les distances et voir si il y a vraiment, comment dirais-je, suffisamment de distance pour parer ou pour se prendre en pleine tronche une attaque. Donc je suis pas du tout expert pardon, en la matière, mais pour le coup ce jeu-là l'utilise. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en réalité c'est essentiellement un jeu de miniatures et donc d'escarmouches, et je suis pas du tout connaisseur. Simplement, il fait 1000 backers, donc ça méritait qu'on en parle, et qu'on en parle dans cette deuxième catégorie qui est donc les plats principaux de la semaine, même si fondamentalement j'ai pas grand chose à en dire. Les pledges, on a un pledge de base ici à 50 $. Mais là, pour le coup, il vous faudra une imprimante 3D parce que c'est que du digital. Donc ça vous permettra d'imprimer vous-même toutes vos miniatures, mais vous ne les recevrez pas en physique. Et pareil pour ce qui est des documents, les documents eux-mêmes seront en PDF et non pas en format physique. Sinon, à 100 $, vous recevrez la boîte, le starter pledge que l'on voit ici. Donc c'est quand même 100 balles, c'est pas rien. Mais dans ce starter deck, vous allez recevoir quand même 51 miniatures préassemblées, ainsi que le guide de jeu, avec notamment du français, etc. Avec des tokens, etc. aussi. Donc, pour une version déjà un peu plus conséquente, et en tout cas au moins en physique. Ensuite, on a un pledge à 180, le Master Pledge, avec cette fois-ci donc vraiment la vraie belle édition de Broken Truth en réalité, avec les 77 miniatures, avec des espaces de terrain également, des tuiles de terrain sur des choses là. Donc masse de matos, c'est quand même très très cher pour le coup. Et sinon le Hobbyist Pledge, bon là c'est vraiment très très cher, on est sur du 260, c'est vraiment pour le collectionneur aigu, on va dire, avec encore plus de contenu, encore plus de miniatures dans tous les sens. J'imagine que c'est un grand plaisir à peindre. On peut encore monter, on peut aller à 320, on peut aller même jusqu'à 490 pour un Collector's All-In, ou encore un 690 pour le Gator All-In avec une énorme miniature d'alligator avec une sorte de lance-missile sur le dos. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le reste parce que je connais absolument rien à cette catégorie de jeu, donc je laisse les spécialistes éventuellement en parler plus en commentaire. Sachant que pour ce qui est des frais de port potentiels, c'est ici que ça se passe.
Union Européenne 20 à 30 jusqu'à 30-40 en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Ils ont oublié un L à Collector. Ensuite, pour nos amis suisses, j'imagine. Peut-être pas. Je sais pas. Bref, pour nos amis canadiens, 20-40 jusqu'à 30-60. Et puis nous, au Japon, on serait sur du 40-100, 80-140. Ça pique et c'est très très large. Voilà pour ce qui est donc de Grim Dark Future, Broken Truth, 1000 backers pour l'instant, 300 000 $ d'engrange. Et c'est tout pour les plats principaux de la semaine. Il nous reste donc à traiter les deux desserts de cette semaine. Premier dessert de la semaine, il s'agit de Container. Et seulement de Container pour le coup. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, comme souvent, Allplay, 32e projet sur Kickstarter, Allplay nous propose une campagne avec 3 jeux. Mais en vrai, même eux, ils présentent uniquement Container dans cette campagne. Alors, sur la page de campagne, on voit que Container, en vrai, il y a aussi Grunts et Triangulation, 2 autres jeux qui sont vraiment pas mis en avant pour le coup. Mais clairement, là, on met en avant Container parce que c'est un classique, supposé en tout cas. J'en avais jamais entendu parler, mais apparemment, c'était un grand classique qui était complètement en rupture de stock absolument partout, qui n'était pas réédité depuis fort longtemps. Ils ont acquis les droits et donc ils nous font une nouvelle édition de Container avec un petit peu de deluxification, avec une refonte visuelle également. Et Container, c'est un jeu d'économie, on va dire, économie fermée en plus de ça, avec beaucoup d'interactions entre les joueurs et beaucoup de liberté d'action, mais le tout régi par un set de règles extrêmement abordable pour le coup. Et ça fait partie des types de jeux que j'aime beaucoup, des jeux qui ont des règles relativement abordables, relativement simples, mais dont les choix cornéliens font toute la moelle du jeu. Ah, c'est beau comme je parle, voilà, c'est beau. Bref, comme on s'en fout, on continue. C'est pour 3 à 5 joueurs. C'est là où le bas blesse un petit peu. C'est que quand j'ai vu qu'ils allaient faire Container, je l'ai un petit peu flâner sur BGG pour voir ce qu'on disait du jeu d'origine, parce qu'on nous parlait de classique, enfin réimprimé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et c'est le premier truc, c'était 3 à 5 joueurs et on est toujours à 2. Alors bien sûr, une fois par mois, ou peut-être plutôt une fois tous les 2 mois, on arrive à jouer à 3, mais c'est quand même pas très fréquent. Et du coup, on a quand même déjà beaucoup de jeux qui attendent de sortir avec 3, 4, 5 joueurs. Donc je ne vais pas en rajouter un par-dessus, donc je n'irai pas sur Container, mais j'aimerais beaucoup le tester celui-ci. Et donc c'est pour des parties de 60 minutes environ, et on a du auction bidding, donc autrement dit des enchères, on a une économie fermée, et on a de la spéculation sur les différentes ressources autour de la table. Ensuite, comme toujours, Allplay nous présente directement les pledge levels. On a 2 pledges à 19 $, donc c'est Grunts et Triangulation, les 2 autres jeux qui font l'objet de cette campagne. Et Container, en édition standard, il est à 39 $. En édition standard avec extension, il est à 58 $. Sinon, on a des petits bundles, donc Container plus extension, ainsi que Grunts et Triangulation, c'est à 77 $. Ensuite, Container deluxifié plus l'extension, on est cette fois-ci à 99 $. Ensuite, on a même le Pledge Deluxe All-in, c'est ça, All-in Deluxe pour les 3. Et du coup, là, c'est 137. Alors ensuite, continuons. Container. Donc, j'ai dit 3 à 5 joueurs, 60 minutes la partie. On est donc sur un jeu dans lequel vous allez construire des machines, construire des entrepôts, construire des containers par exemple, containers qui vont avoir des valeurs qui seront différentes les unes des autres. Ensuite on va pouvoir acheter des containers qu'on va pouvoir envoyer sur nos bateaux pour ensuite les faire partir, et bien sûr c'est une des manières qu'on va pouvoir avoir de gagner de la thunasse bien évidemment. Ensuite on va donc pouvoir livrer ces containers sur différents espaces du plateau pour gagner de la thune ou pour ensuite pouvoir la réenchérir sur les choses là. On a aussi des composants deluxifiés selon la version qu'on va choisir bien évidemment. Et ce que j'aime bien aussi chez Allplay, ils ont toujours ce petit espace Why We Love It, donc pourquoi on aime ce jeu. Alors pour justement cette économie fermée, ici il présente un petit peu en quoi ça consiste. L'argent n'est pas du tout une denrée abondante dans le jeu, donc en gros il va vraiment falloir entre guillemets collaborer, en tout cas interagir fortement
entre les différents joueurs pour espérer s'en sortir, et vous pourrez vous spécialiser plus ou moins dans tel ou tel pan de vos activités. Est-ce que vous allez construire plus ou moins plutôt des usines? Est-ce que vous allez plutôt développer votre, votre flotte, on va dire, sur les choses-là? Et il y aura aussi des emprunts sur les choses-là. Secret Container Values. Alors là, pour le coup, ça dépendra de votre profil de joueur, mais oui, les containers auront des valeurs secrètes, et du coup, il y a un petit peu d'aléatoire là-dedans qui pourrait, j'imagine, déplaire à certains, je pense. Et puis ensuite, le Surprising Outcomes. C'est un jeu, on vous le dit, hein, c'est un jeu de business, d'économie, de commerce, dans lequel votre but sera de faire de l'argent, mais en gros, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles sont excessivement simples, mais c'est les choix que vous allez prendre dans la situation qui vous est donnée, avec l'interaction que vous allez pouvoir entreprendre avec les autres joueurs autour de la table, qui va faire que vous allez réussir ou non à développer une stratégie qui sur le long terme sera payante. Ensuite, Grunts, c'est pour 2 joueurs, 30 minutes de la partie. C'est un jeu de guerre avec différentes unités qui auront des petites capacités un petit peu asymétriques, relativement abstrait sur le papier, même si pour le coup il y a une thématique. Il y aura même des petits tanks, Xavier si tu nous regardes, sachant que les tanks pourront être modifiés avec des petites pièces magnétiques sur le dessus, dont une qui vous permettra de déployer de nouvelles unités, par exemple infanterie, sur les choses là. Et donc il faudra juste défourailler l'adversaire, en gros, hein. C'est relativement simple comme bonjour. Ensuite un petit peu de classification, il n'y aura absolument aucun facteur chance là-dedans, ce n'est que du déterminisme, hein. C'est des combats déterministes. Ensuite il y a donc Triangulation, pour 3 à 8 joueurs, 15 minutes la partie. Là c'est plutôt un jeu d'ambiance, et qui plus est un jeu d'ambiance basé sur la déduction et le vocabulaire. Donc comme il n'y a pas de VF, ça sert à rien que je vous en parle. Donc Triangulation, on passe pour l'instant, mais pour les amateurs de jeux de mots, de déduction, etc., si vous êtes en plus dans votre groupe anglophone, ça peut faire le job. Pour le shipping, pour le Canada, 9$, quel que soit votre niveau de pledge, mais si vous prenez les 3, même avec la classification. Pour l'Union Européenne, pareil, 9$ également. Pour les pays dans l'Europe, mais non Union Européenne, donc comme la Suisse, c'est 14, 18, plus 2 par copie supplémentaire pour faire des pledges groupés. Puis nous sommes Japon, nous qui sommes à Japon, c'est 29, 47. Ça picote un petit peu. 29 à 47$ de frais de port pour le Japon. Et puis ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de cette campagne principalement orientée sur Container. 5400 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne. Je me demande si ça va pas être leur plus grosse campagne à ce jour. Je me demande. Près de 400 000 € d'engagés donc pour l'instant pour Container. Et on termine cette semaine par un truc que je n'attendais vraiment pas du tout, je ne l'ai pas vu venir. Je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il s'agit de Cyberpunk Legends Into the Night. Alors Cyberpunk 2077, ça on connaît, tout le monde connaît à minima 2 noms. Avant tout c'était un RPG, un jeu de rôle, puis on le connaît maintenant beaucoup grâce au jeu vidéo Cyberpunk 2077, qui est sorti il y a quoi, 3-4 ans déjà je pense. Et du coup maintenant, c'est dans ce même univers qu'on nous propose d'explorer donc Night City, la ville qui est au cœur de l'histoire de Cyberpunk, avec un jeu coopératif, avec pour l'instant près de 5000 contributeurs déjà, et 600 000 € d'engrangés 27 jours avant la fin de la campagne. Et donc expérience coopérative essentiellement centrée sur de la gestion de main, un jeu qui pourrait presque s'apparenter à du poker, sachant que, notez-le de suite, hein, il n'y a pas de IA générative pour les artworks. Je dis ça parce que la direction générale artistique est assez variée. Il y a beaucoup de genres différents dans les dessins, ce qui peut donner l'impression d'un manque de cohérence, et donc peut-être de l'IA, mais non, c'est volontairement que les factions sont très distinctes visuellement, par exemple, pour leur attribuer une vraie personnalité visuelle, j'imagine. Et du coup, non, tous les artistes, tous les dessins sont produits par des artistes humains. Alors, sachez d'ores et déjà que vous aurez différents niveaux de pledge avec des échelles de prix assez variées qui peuvent monter assez haut, mais on aura donc différentes éditions. On aura un base set, le jeu de base comprendra 3 scénarios, le Rocker Deck, le Netrunner Deck, le Solo Deck, parce que vous pourrez jouer en solo bien évidemment, c'est pas uniquement du coop, un Nomad Deck, donc les différents types de factions que l'on pourra retrouver dans Night City,
3 upgrade packs, un trauma pack, un mystery pack, et après plus on choisit des versions supplémentaires, plus on pourra avoir du matos. Par exemple le Legendary Sate aura la même chose, plus un pack Bozo, un pack d'armes, le niveau difficile pour le jeu, pour ceux qui le trouveraient trop facile, sans l'avoir testé pour l'instant, le pack Cyberware, et puis différents personnages mythiques de Night City dans la version plus jeune. Parce que oui, Cyberpunk Legends vous propose d'explorer Night City bien avant 2077, en fait, au tout début de la ville, entre guillemets. L'édition de base est à 50$, c'est la Runner Edition. Ensuite, à 75$, vous aurez l'ajout donc du Bozo Pack, du Weapon Pack, par exemple, de Cyberware Pack, donc encore plus de contenu, 75$. À 130$, vous aurez le pledge Legendary qui vient ajouter encore plus de choses, on verra par la suite, j'ai oublié. Pour être tout à fait honnête, j'ai oublié, on verra plus dans la campagne. À 210, on aura le pledge Silver Hand. À 350, on aura le pledge Fixer. Et à 500, on aura le Burning Chrome Edition avec beaucoup de deluxification dedans. Et puis après, 1000$, là c'est plutôt pour le retailer, c'est pour prendre une sorte de gros pledge pour les boutiques. Alors, les key features, les mécanismes au centre un peu du gameplay. On vous le dit ici d'entrée, hein, c'est un poker coopératif. Est-ce que c'est un argument de vente, enfin un argument, une présentation qui est susceptible de faire baquer des gens? J'imagine que oui. Moi, ça m'attire pas des masses. Et pour être tout à fait honnête, l'agencement des cartes, la DA de manière générale, me convainc pas des masses. À la limite, l'illustration elle-même, c'est plutôt classe, c'est plutôt dans le ton. C'est pas forcément un truc dont je suis le cœur de cible, mais ça marche bien. Mais les cartes en elles-mêmes, je sais pas. Je trouve ça pas très joli. Ces gros étalés de rouge comme ça. Il y a beaucoup d'espace vide en fait. Et il y aurait pu y avoir plus de place pour les illustrations à mon avis. Enfin, je suis pas hyper fan quoi. Il y aura aussi des puzzles à résoudre. On voit ici un petit extrait avec une forme de visage, des chiffres et des lettres, avec beaucoup de couleurs un peu shadées, une montagne, la lune. Bref, on va essayer de résoudre des enquêtes, des puzzles. On va aussi pouvoir trouver des indices en tout genre, parce qu'il y aura une forme de narration continue. On pourra explorer, je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Night City depuis ses tout débuts, bien avant 2077. On pourra rencontrer des personnages célèbres de la licence Cyberpunk 2077 dans leur jeunesse, dans leur prime jeunesse. Et donc on pourra aussi explorer Night City et les différents lieux qui la composent. On aura donc un jeu qui se veut social co-op. On pourrait donner des indices à la composition de votre main sans forcément la dévoiler à proprement parler. Vous pourrez aussi jouer au jeu en solo. Il a été longuement testé et conçu d'ailleurs pour être aussi bon en solo que en coop. Et donc vous pourrez aussi level up, vous pourrez développer votre faction, votre personnage au cours de cette campagne avec un aspect de deck building assez prégnant également. Ensuite, je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans les différents niveaux de pledge, mais vous aurez des packs supplémentaires avec encore plus de factions. Par exemple, le Bozo Pack qui vous donnera 10 cartes supplémentaires, ou encore le Cyberware Pack, le Weapons Pack, encore plus d'accès à des armes diverses et variées. Le Hard Mode pour jouer au jeu en mode difficile, pour ceux qui vraiment sont à la recherche d'un gros challenge. Et puis donc les Young Legends, donc 4 personnages mythiques de Cyberpunk dans la version un peu plus jeune. Voilà, les sleeves aussi seront à l'effigie de telle ou telle faction, ça c'est classe. C'est vrai que, encore une fois, il y a un petit manque de cohérence, c'est vraiment trop péjoratif comme terme, mais disons que c'est très iconoclaste comme DA en fonction des différentes factions, etc. Mais ça a son charme malgré tout. On peut aussi choper des playmats éventuellement pour ce que ça pourrait intéresser. Il y a même un Megamat de 30 par 36 pour jouer à Cyberpunk Legends. Alors pour le coup, je le trouve pas très très beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis c'est après tout, hein, j'ai pas. Il était pas beau celui-là. Désolé. Il est sorti tout seul celui-là. Mais donc ouais, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. En vrai, ils mettent pas tellement le jeu en avant jusqu'à ce Learn to Play. Et encore, il s'agit juste d'un Twitch, donc un stream qu'ils ont fait sur Twitch. J'ai pas envie de le regarder, de me taper toute la partie. Et des livrets de règles ici, j'ai pas envie de me taper toutes les règles non plus. Donc il aurait été cool qu'ils présentent un peu plus en détail, ne serait-ce qu'un tour de jeu. C'est pas vraiment un tour de jeu à proprement parler dans ce type de jeu là, mais j'aurais bien aimé voir un peu plus en détail
ne serait-ce qu'avec des petits gifs par exemple, une présentation de gameplay. Là pour le coup, regardez toute une vidéo de stream ou me taper tout le livret de règles, un peu lourd. Les pledge levels, pour ce qui est du Canada, ça va de 22 à 30. Pour l'Union Européenne, 25 à 32. Et puis pour nous qui sommes au Japon, on doit être dans le rest of the world, je pense. Du coup, 25-50 jusqu'à 35-55 de frais de port. Alors fort heureusement, ce petit Cyberpunk Legends Into the Night n'est a priori pas pour moi, mais quand même près de 5000 backers d'ores et déjà, et 600 000 euros d'engrangés, donc c'est malgré tout un très beau succès. Je l'avais absolument pas vu venir, j'avais pas vu d'annonce, heureusement que je suis tombé dessus par hasard, d'autant plus que c'est un primo-éditeur, Night Crew Games, et pour un primo-éditeur, c'est un sacré beau succès que ce Cyberpunk Legends. 4800 contributeurs, 600 000 euros d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Et c'est tout pour ce menu crowdfunding. J'en suis à 1h20 d'enregistrement, donc certainement 1h10, 1h15 après montage, je pense. Ça va, je crois que je me suis pas trop mal démerdé compte tenu de la situation. Je vais terminer par un autre bonbon pour la gorge, parce que là je commence à souffrir un petit peu. Il faut que j'économise ma voix, je travaille demain tout de même. Allez, comme chaque semaine bien sûr, je vous encourage, enfin non, je le répète quasiment jamais en vrai, mais comme de temps en temps, je vous le dis, à fortiori aujourd'hui que j'ai la voix pétée, un petit like, ça fait toujours plaisir, un abonnement et un like, encore mieux, et un commentaire, alors là, jouissance éternelle, bien évidemment, d'autant plus que sur le menu crowdfunding, sauf oubli, ça peut arriver, l'erreur est humaine, je réponds absolument à tout le monde, j'adore interagir avec vous tous. Allez, sur ce, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, bien évidemment, et je vous remercie au passage d'avoir été extrêmement nombreux à checker donc notre série du top 50 avec Xavier. Vous avez été de plus nombreux au fur et à mesure des épisodes et les commentaires étaient toujours très très positifs, donc ça fait énormément plaisir. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.